BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business. 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, tous les soirs en direct bien sûr avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Alors ce soir évidemment, on va vous parler de Silvio Berlusconi, Oui. Décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Et alors qui jusqu'au bout s'est défini avant tout comme un entrepreneur. Ça nous parle à nous à BFM Business. Est-ce que c'est ce qu'on retiendra de lui essentiellement? On va bien sûr en parler ce soir sur BFM. Et puis il faut investir plus et aller plus vite sur les renouvelables. En France en tout cas, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la directrice générale de Engie, Catherine MacGregor, parce que pour elle, on mise trop sur le nucléaire et on n'avance pas assez vite, notamment sur l'éolien en mer ou encore sur l'hydrogène. On en parlera tout à l'heure. Et puis on n'avance pas vraiment sur les questions de défense entre les Français et les Allemands. Le ministre français des Armées est à Berlin justement pour parler du char du futur franco-allemand qui, comme le SCAF, est un petit peu au point mort. On verra ça avec un député spécialiste des questions de défense dans 10 minutes. Voilà le programme non exhaustif bien sûr, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti. Good Evening Business, le journal. Donc l'information est tombée en milieu de matinée aujourd'hui. Silvio Berlusconi est donc décédé à l'âge de 86 ans. On va en parler avec Philippe Ridet qui est avec nous par visio. Bonsoir Monsieur Ridet, vous êtes ancien correspondant du journal Le Monde à Rome entre 2008 et 2016. On notait qu'au-delà de la carrière politique, c'est quelqu'un qui se définissait avant tout comme un entrepreneur. Il a commencé par chanter sur les bateaux, il a fait de l'immobilier, du foot, des assurances, beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous retenez, vous, qu'avant tout, il était un entrepreneur, effectivement, Silvio Berlusconi ? On avait une configuration tout ce matin. Oui, absolument. Alors, baisse un peu. Alors, Philippe Ridet, qu'on va retrouver peut-être dans un instant. Est-ce que vous nous entendez, Philippe Ridet ? Voilà, on n'entend pas Philippe Ridet. Bon, on va essayer de le retrouver d'ici quelques instants, évidemment, pour parler du décès de Silvio Berlusconi. Entrepreneur avant tout, est-ce que c'est ce que vous retenez, vous, ce soir, Audrey, de la carrière de Berlusconi? Alors oui, puisque de toute façon, force est de constater que le parcours de Berlusconi est un parcours politique très singulier. Je vous rappelle que quand il gagne les élections en 94, il a fondé son parti à peine un an avant. Ouais. Son combat, c'était évidemment le moins d'État possible et le moins d'impôts possible, ce qui convenait très bien aux Italiens, qui sont très libéraux eux aussi, et puis très attachés à l'État décentralisé. Voilà. Et puis il a eu aussi évidemment une capacité à faire l'union, ce qui lui a permis bien sûr de se maintenir au pouvoir jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Est-ce qu'on a retrouvé Philippe Ridet? Bonsoir Monsieur Ridet, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, on vous a retrouvé ancien correspondant du journal Le Monde à Rome entre 2008 et 2016. On le disait, parcours d'entrepreneur parce qu'il se définissait comme ça avant tout. Est-ce que ce que retiennent les Italiens principalement de Silvio Berlusconi pour vous? Alors, je ne sais pas si c'est ce que retiennent les Italiens, mais en tous les cas, c'est ce que retiendra l'histoire. C'est-à-dire que Berlusconi laissera moins une trace comme homme politique et comme homme d'État que comme entrepreneur, justement. Et on peut même dire d'ailleurs qu'il a conquis l'Italie lors de son premier mandat, un peu comme il aurait acheté une entreprise. C'est-à-dire qu'il est parti de son entreprise de l'époque pour fonder son parti. Et le parti, les premiers membres du parti ne sont jamais que les plus proches collaborateurs qu'il avait dans son entreprise. Et c'est ces gens-là qui ont fait fonctionner le parti Forza Italia, grâce auquel il a ensuite conquis l'Italie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment un entrepreneur qui entre en politique et qui, en tant qu'homme politique, ne cessera jamais d'être un entrepreneur. Et assumant de fait le conflit d'intérêts en disant si je fais le bien des Italiens et si je fais le mien au passage, qui pourra me le reprocher? Oui. Donc vous dites très bon capitaine d'industrie, mais pas homme susceptible de mener un pays. Il n'avait pas de vision pour l'Italie, pour vous. C'est ça que vous nous dites fondamentalement. Non, c'est pas un idéologue, c'est pas quelqu'un qui s'est construit avec des véritables valeurs politiques, à part, si vous voulez, le libéralisme et l'anticommunisme. C'est à peu près tout ce qu'on peut mettre dans son bagage idéologique. Pour le reste, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a conduit finalement très peu de réformes, à part les réformes de la justice qui lui ont permis justement d'échapper à certains de ses procès, comme, je ne sais pas, le raccourcissement des délais de prescription ou certains délits qui ont été purement et simplement annulés. Mais les grandes réformes dont l'Italie pouvait avoir besoin, il n'en a conduit aucune. Et ce n'est que sous la pression des marchés
et de l'Union européenne qu'à la fin, dans les années 2010, 2011, 2012, sachant qu'il quitte le pouvoir en 2013, il va se résoudre à gérer l'Italie, qui est à l'époque à moitié en faillite, avec un spread absolument vertigineux. Il va se résoudre à faire des plans d'austérité, mais de lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a été armé pour conduire des réformes. Je pense qu'il a un lien avec les Italiens qui était fait de tellement de séduction et de boniment. Vous faites, pardon, en quelques secondes, vous faites l'analogie avec un Bernard Tapie, comme on l'a beaucoup fait au moment du décès de ce dernier, finalement, qui a insufflé un esprit entrepreneurial en Italie, finalement, en quelques mots. Oui, c'est un Bernard Tapie qui aurait réussi en politique. On peut le dire comme ça. Et puis, qui est aussi peut-être qui deviendra, mais à son corps défendant, le modèle des mouvements ou des leaders populistes qui surgiront après lui, comme Boris Johnson, comme Donald Trump et plusieurs autres. Il a ouvert la voie de ce point de vue-là. Merci beaucoup Philippe Ridet. Merci d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes, ancien correspondant du journal Le Monde à Rome entre 2008 et 2016. Voilà pour le décès de Silvio Berlusconi. On en parlera d'abord dans le grand débat dans un quart d'heure sur BFM Business. 18h06. Dans l'actualité, on vient en France. Petit coup de pression aujourd'hui d'Engie sur les pouvoirs publics. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. C'est Catherine McGregor, la directrice générale du groupe, qui est montée au créneau aujourd'hui pour dire quoi? En gros, il n'y a pas que le nucléaire. Et ça serait bien qu'on accélère un peu sur les énergies renouvelables en France si on veut tenir nos engagements d'ici quelques années. Est-ce que c'est bien résumé, Mathieu? Oui, exactement. Elle alerte un petit peu le gouvernement sur le fait que désormais, il faut passer des paroles aux actes, que effectivement Emmanuel Macron et le gouvernement ont des discours politiques très encourageants, ou en tout cas très positifs sur les énergies renouvelables et la décarbonation horizon 2050. Mais maintenant, voilà, il faut mettre les choses en ordre. Alors, il y a déjà eu une loi d'accélération des énergies renouvelables, mais il y a en fait à la rentrée une loi de programmation pluriannuelle sur l'énergie qui va être écrite puis votée, qui va être très importante puisqu'elle va vraiment donner le là et en tout cas lancer la politique énergétique en France. Vous vous souvenez qu'il y a un an, Emmanuel Macron avait parlé notamment des parcs éoliens en mer à horizon 2050. Il en visait une 50aine et donc voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'accélérer parce qu'effectivement un groupe comme Engie d'abord mise dessus, hein, évidemment, il y en a un intérêt business pour eux évident, mais il voit aussi que à l'étranger les autres avancent. Les deux exemples qui reviennent le plus souvent sont évidemment les Britanniques qui ont poussé énormément sur l'éolien en mer. Alors, évidemment, ils ont une surface maritime importante, mais nous aussi. Et puis, dans l'hydrogène, on en parle beaucoup en France, mais il n'y a quand même pas grand-chose qui est fait pour le moment. Et là, les Américains, eux, sont en train effectivement de lancer une industrie, ou en tout cas de lancer énormément de projets dans l'hydrogène. Ils sont déjà en avance par rapport à nous. Donc effectivement, maintenant, il faut y aller pour ne pas déjà prendre du retard sur cet objectif 2050. Dis donc, passage, ça gronde un petit peu du côté des grands énergéticiens. On a vu les petites phrases du patron d'EDF en fin de semaine. Là, c'est du côté d'Engie que ça va. Enfin, la pression monte de tous les côtés sur le gouvernement, là, Mathieu. Il y a une séquence quand même. Oui, il y a une séquence parce que l'énergie, de toute façon, est au cœur des politiques gouvernementales et environnementales en ce moment. Et encore une fois, que ce soit Engie ou EDF, chacun joue sa partition. Mais effectivement, ce qui est en train de dire la directrice générale d'Engie, c'est il n'y a pas que le nucléaire en France, il n'y a pas que EDF. Et c'est vrai qu'en ce moment, en plus, avec la renationalisation d'EDF, on ne parle que de ça. Et c'est pas avec 6 EPR qu'on arrivera à décarboner la France. Il faudra des énergies renouvelables, évidemment, pour compenser d'ici là, puisque les premiers ne sont pas censés sortir de terre avant 2035. Voilà. Au plus tôt, oui. Au plus tôt. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Et puis ce chiffre impressionnant, mais on en reparlera tout à l'heure dans le grand débat. L'absentéisme en entreprise qui s'envole. L'an dernier, un salarié du privé était absent en moyenne, 24,5 jours. C'était seulement 14 jours il y a 12 ans. Étude Aiming AG2R La Mondiale qui est sortie ce matin. On en parlera tout à l'heure aux alentours de 18h30 sur BFM Business. 18h09 en attendant. On va sur les marchés. Les marchés, Aude Kersulek à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Aude, on a terminé en hausse de 0,5% ce soir à la Bourse de Paris. Et oui, à l'antenne de cette semaine de Banque Centrale, les investisseurs ont choisi leur camp. Ils croient à ce que la Réserve fédérale marque une pause et ne relève pas ses taux. Voilà ce qui fait monter les marchés aujourd'hui. On prend 0,5% à Paris. L'Europe est globalement en hausse, portée par des valeurs de croissance. Alors ça monte pour des valeurs de la tech et du luxe à Paris, notamment Téléperformance, Capgemini ou Hermès dans le trio de tête. On note un fort recul des valeurs liées au pétrole, avec une décrue sur les cours
cours du Brent et Total Energy aujourd'hui qui perdait 1,5% et qui freinait un peu notre hausse du jour. Et puis sur l'indice large, quand même de fortes variations. D'abord Casino, plus 10% aujourd'hui avec cette potentielle entrée dans le jeu de Auchan rapportée par plusieurs médias. Ça fait flamber le titre. Et puis en revanche, mauvaise journée pour l'opérateur de satellite SES qui a vu son directeur général démissionner. Ça ne plaît jamais au marché, moins 14,5%. Voilà donc une hausse pour commencer la semaine sur le marché parisien, plus 0,5%. Et on s'arrête tout juste ce soir à 7250 points. Merci beaucoup, Aude Kersulek, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment. En milieu de séance, le Dow Jones, ça va s'afficher comme par magie, qui progresse 0,2%, 33 944 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui progresse de 0,72%, 13 354 points. Tout ça mi-séance, bien sûr. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Good Evening Business, l'invité. L'Europe de la défense qui n'avance pas. Non, ceci dit, on a quand même un ministre, Guillaume, le ministre des Armées, qui est en déplacement aujourd'hui. Il est à Berlin, effectivement, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour parler du futur projet de chars franco-allemands. On va en parler avec Jean-Louis Thiriot, qui est avec nous par visio. Bonsoir, monsieur Thiriot, merci d'être avec nous. Bonsoir. Député LR de Seine-Saint-Denis, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Seine-et-Marne, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Seine-Saint-Denis. Excusez-moi. C'est ailleurs. Mes excuses. Vous êtes avec nous à l'Assemblée parce qu'il y a débat sur la motion de censure. Merci d'être avec nous quelques instants sur BFM Business pour parler effectivement de cette Europe de la défense, enfin plutôt de ces projets franco-allemands qui n'avancent pas. Il y a le SCAF, ça avance doucement. Il y a ce fameux char du futur franco-allemand, ça avance doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avancer sur les questions de défense entre Français et Allemands, monsieur Thiriot, ou pas du tout finalement? Écoutez, je crois que chacun a envie d'avancer, mais à son avantage propre. Alors je crois qu'il faut vraiment distinguer entre le SCAF et le MGCS. Sur le SCAF, on a eu donc l'avion de combat du futur. Pour vos auditeurs, il y a eu de réels progrès qui ont été obtenus grâce aux négociations très dures menées par Dassault, qui est leader du projet. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une copie à peu près équilibrée qui garantit que les actifs stratégiques français seront préservés et que nous garderons notre liberté de manœuvre à l'exportation. En plus, nous avons obtenu à l'Assemblée nationale qu'il y ait un vote dans le cadre de la LPM sur la décision d'aller éventuellement dans une deuxième phase, dans une phase 2. Donc ce projet, pour le moment, est à peu près sur les rails, sachant que si on n'aboutit pas, on aura toujours un plan B. Sur le MGCS, le programme de chars du futur, c'est beaucoup plus compliqué, à la fois pour des raisons techniques et des raisons industrielles. Les raisons techniques, c'est que nos deux armées aujourd'hui n'ont pas exactement les mêmes besoins et les raisons industrielles, c'est qu'alors qu'initialement, ça devrait être un programme à 50-50 entre Nexter en France et Krauss-Maffei en Allemagne, un troisième acteur s'est glissé dedans avec la bénédiction tacite ou pas, mais je pense, du gouvernement allemand, qui est Rheinmetall. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à rester dans la répartition 50-50 initialement prévue. Donc problème technique et problème industriel. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème au niveau des montants investis? Puisque quand on regarde, d'un côté, les États-Unis sont, eux, à des dépenses militaires qui avoisinent plus ou moins les 800 milliards de dollars. Ensuite, on a la Chine qui, elle, est autour des 250 milliards, mais qui a des dépenses qui grandissent à la vitesse de la lumière. En plus, elle produit des équipements militaires 6 fois plus vite que les États-Unis. Est-ce que l'Europe, finalement, n'est pas le nain de l'histoire? L'Europe s'est bercée des illusions des dividendes de la paix, a cru qu'elle était sortie du tragique de l'histoire et donc nous avons baissé nos efforts de défense, France compris, à 1,3 ou 1,4% du produit intérieur brut, alors que la somme raisonnable serait à minima de 2%. Après, si vous mettez ensemble les dépenses françaises, les dépenses allemandes et les dépenses de quelques grands pays européens, vous arrivez à une somme qui n'est absolument pas ridicule du tout. Alors on est à combien 214 milliards, c'est ça? Pardon? On est à combien, justement, d'investissement en Europe? Écoutez, non, en Europe, c'est nettement plus. En Europe, on est autour de 450 milliards, tout pays de l'Union européenne confondu. Donc, ce n'est pas du tout ridicule par rapport aux États-Unis. Après, c'est un effort qui est extrêmement diversifié et réparti entre de nombreux industriels. Donc, en soi, une coopération est souhaitable et ne serait pas absurde. Mais la réalité, c'est que nous avons des actifs industriels qui sont stratégiques et qu'il n'est pas possible de partager. Donc il faut trouver un équilibre
entre l'intérêt industriel, des produits accessibles et puis des nécessaires coopérations. L'un des éléments majeurs, et c'est une des grosses difficultés avec l'Allemagne, c'est que nous avons une politique de grand export tournée vers le grand large, alors que les Allemands, dans le cadre de la coalition Ampel, dans laquelle ils sont notamment, souhaitent restreindre ces exportations. Et ça, c'est une grosse difficulté. Est-ce que vous considérez que, ne serait-ce qu'au plan national, la fameuse loi LPM qui a été votée largement en fin de semaine dernière à l'Assemblée, on le rappelle, 413 milliards d'euros sur 7 ans, est-ce que vous avez l'impression qu'on a tiré les enseignements de tout ce que vous décriviez, effectivement, l'entrée dans le nouveau monde, l'économie de guerre? Est-ce qu'au moins ça vous satisfait ou ça vous laisse malgré tout sur votre faim? Vous disiez, je vais la voter de toute façon. Non, ça me laisse sur ma faim, en ce sens que nous avions fait une mission parlementaire en 2022, disant il manque à peu près 40 ou 50 milliards pour arriver à avoir tout ce qui serait souhaitable face à la haute intensité. Après, donc ça ne serait pas 413, mais 440 ou 450 milliards qu'il faudrait pour avoir une loi historique. Après, nous connaissons l'état de nos finances publiques, la défense est globale et un pays endetté est un pays dépendant et on sait à quel point nous sommes soumis à la dette. Donc je crois qu'on a une loi raisonnable qui nous permet de faire beaucoup de choses. Après, l'économie de guerre, c'est un slogan. Il faut travailler par petites touches à développer notre souveraineté industrielle. C'est une réalité aussi, l'économie. C'est une réalité aussi, l'économie de guerre, Monsieur Thiriot. C'est pas qu'un slogan, c'est une réalité aujourd'hui quand même. Oui, mais enfin, aujourd'hui, les volumes commandés, les volumes produits en France restent quand même très limité. Alors il y a des efforts qui sont faits, mais une économie de guerre, c'est autre chose. Moi j'appelle ça une économie stratège, mais l'économie de guerre c'est vraiment autre chose. Oui, mais quand même, on vous entend, mais quand même, est-ce que cette guerre aux portes de l'Europe, la guerre qui se déroule en ce moment sous nos yeux en Ukraine, n'a pas vocation à créer, et n'est-elle pas en train de créer un sursaut en Europe sur les questions de défense ? Si, c'est évident, vous le voyez avec le fonds de défense allemand 200 milliards. Ah oui. Après, si on veut que ce soit vraiment un sursaut, il faut que les Européens collectivement décident d'acheter des produits européens. Et je ne vous cache pas que j'ai une réelle inquiétude avec le comportement de l'Allemagne qui fait cavalier seul. Pardon ? Qui fait cavalier seul. Un cavalier seul, notamment dans la défense solaire, en achetant des missiles solaires israéliens ou en commandant immédiatement du F-35. Donc on a un travail à bâtir pour répondre à la fois à l'urgence qui est probablement américaine et puis pour bâtir une base industrielle et technologique de défense européenne. Mais ça suppose que tous les partenaires jouent le jeu. Alors certains sont prêts à le faire, d'autres moins. Et les Allemands aujourd'hui sont au milieu du gué. On a 30 secondes, Monsieur Thiriot. Dernière question. Vous avez entendu comme nous le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dire il y a quelques jours, je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité de financer la construction d'un deuxième porte-avions de nouvelle génération. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Qu'est-ce que vous en déduisez, vous? Je pense qu'un deuxième porte-avions serait souhaitable, mais pas seulement un deuxième porte-avions. Il faudrait aussi augmenter le nombre de navires qui l'entourent dans le cadre du groupe aéronaval. Donc, ce que nous avons obtenu en LPM, c'est qu'on ait une analyse financière complète des conséquences d'un deuxième porte-avions. Ça nous permettra de prendre la décision en fonction du contexte sécuritaire et budgétaire avant la fin de cette LPM. Et tout ça, effectivement, il est prématuré de se prononcer sur le sujet. Et tout ça, comme vous dites, ça dépend aussi de l'état de nos finances aujourd'hui, qui est ce qu'il est. Merci beaucoup, Jean-Louis Thiriot. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Merci, député Les Républicains de Seine-et-Marne et on le rappelle, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 18h19, on revient dans un instant. Avec le grand débat, Guillaume, on va notamment revenir sur la disparition du chef d'État italien Silvio Berlusconi. On a parlé de l'absentéisme qui décolle en entreprise. Les chiffres qui sont tombés ce matin sont assez impressionnants. Faut-il tordre le bras des médecins? Faut-il revenir sur la liberté d'installation? Ça aussi, c'est un des grands débats du moment. Et puis 300 millions d'euros de plus pour MaPrimeRénov'. 300 millions, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien ambitieux? Regardez, des besoins. Toutes ces questions, on les pose dans la joie et l'allégresse. Allez, à tout de suite. Good Evening Business, le débat. Allez, 18h23, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir. Bien sûr, Samuel Botton qui est avec nous. Bonsoir Samuel, expert en relations publiques et communication. Rodolphe Bonaz, bonsoir Rodolphe. Bonsoir Guillaume. Président de Aristide Retail Technologies. Et il arrive, c'est la magie du direct à l'instant.
On dirait que c'est fait exprès, mais même pas finalement. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir mon cher Emmanuel. Bonsoir. Beaucoup de thèmes, merci d'être avec nous ce soir pour l'actu qui est passionnante. Beaucoup de choses. D'abord, c'est l'actu du jour évidemment. Silvio Berlusconi qui est décédé ce matin à l'âge de 86 ans, André. Et on va écouter dans quelques secondes l'actuelle présidente justement du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui lui a rendu hommage. C'était tout à l'heure. C'est avec lui que l'Italie a appris à ne pas accepter les limites imposées par d'autres. Elle a appris à ne pas baisser les bras. C'est avec lui que nous avons combattu, gagné et perdu de nombreuses batailles. C'est aussi pour lui que nous travaillerons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Au revoir Silvio. Qu'est-ce qu'on retient de Silvio Berlusconi? Stratège politique hors norme, entrepreneur. Il se définissait lui-même comme entrepreneur avant tout, finalement. Quel bilan on tire d'une vie, d'un homme qui a eu 1000 vies, finalement, quoi. Alors, sur son bilan politique, on peut quand même dire qu'il n'a pas fait de l'Italie ni une très grande puissance régionale, ni une très grande puissance économique. Maintenant, en effet, force est de constater que son parcours est un parcours ultra singulier. Je vous rappelle que quand il gagne les élections en 1994, il a créé son parti Forza Italia à peine un an avant. Et au début, les cadres du parti sont les cadres de ces différentes entreprises. Il prend les meilleurs pour structurer ce nouveau parti qui s'est un peu monté finalement comme on monte une filiale dans une entreprise. Et puis, alors évidemment, il a eu quand même un alignement d'étoiles assez spectaculaire puisque à l'époque, il y a un désert politique total parce que l'opération main propre a éradiqué, vous vous souvenez, tous les partis politiques qui étaient ultra corrompus. Et donc voilà, il a récupéré des parts de marché des différentes classes politiques comme on récupère des parts de marché quand on a une entreprise. En tout cas, il a quand même introduit un style politique qui était très nouveau en Europe à l'époque. Moi, je m'intéresse plus à l'entrepreneuriat. Vous qui nous parlez souvent de grandes distrib, Rodolphe, est-ce qu'un vendeur hors pair comme ça, capable de vendre de la glace à des Esquimaux, est-ce que ça fait un bon politique, pour Eh bien, on voit que Silvio Berlusconi est un des premiers en Europe à avoir fait ce fameux cocktail, c'est-à-dire monde de l'entreprise, associé bien sûr au monde des médias, parce qu'on a besoin de médiatiser beaucoup quand on veut faire de la politique. Et puis, cette politique est une politique bien particulière, parce que c'est une politique populiste. Alors, c'est vrai qu'il a lancé un peu cette mode. On a eu notre Silvio Berlusconi à nous, notre Bernard Tapie. Alors qui a quand même moins réussi en politique que lui. Bien sûr, sur d'autres chemins politiques que Silvio Berlusconi, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ailes, mais le cocktail, Trump, ou Trump, mais le cocktail entrepreneur, médias, politique est un peu sulfureux et peut parfois taper fort. Aujourd'hui, les clivages sont plus clairs. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui sont clairement populistes et clairement à l'extrême droite. C'est la confirmation qu'un bon entrepreneur comme lui, ça peut faire un bon capitaine d'industrie, ça peut faire un bon politique. Non, pas forcément, Emmanuel. On a voulu croire qu'on pouvait diriger un pays comme on dirige une entreprise. Non, finalement. Non, on peut pas, pour plein de raisons, pour des raisons philosophiques, pour des raisons comptables, pour des raisons humaines aussi. Berlusconi n'a toujours été qu'au service de lui-même. Et quand vous faites de la politique, vous êtes quand même obligé d'avoir un minimum de sens de l'intérêt général. Tout ce qu'il a fait, Berlusconi, il l'a fait pour que ça rejaillisse en quelque sorte un peu sur l'Italie. Mais il l'a fait avant tout pour sa propre gloire à lui. Les médias, c'était pour sa propre gloire à lui. Le Milan AC, c'était pour sa propre gloire à lui. La politique, c'était quand même une forme formidable, finalement, d'égocentrisme, de vouloir faire de la politique dans un pays qui, à l'époque, effectivement, Et on a vu que l'Italie obtenait quand même des meilleurs résultats quand elle était dirigée par des technocrates, comme on les appelle, que quand elle était dirigée par Berlusconi. Après, l'analogie avec Tapie, c'est vrai c'est un peu le profil, sauf que Berlusconi, c'est Tapie puissance 10. Bien sûr. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, il l'a gagnée 5 fois, que son empire médiatique, c'était l'empire médiatique le plus puissant d'Italie. Oui, mais Tapie l'a gagné avec l'OM. Ça a beaucoup plus de valeur. Oui, non seulement il a conquis le pouvoir, mais il a repris le pouvoir 2 fois. Il était 3 fois président. Et donc c'est un parcours hors norme, c'est une personnalité hors norme qui a joué des règles moins écrites, qui a joué de la morale, de l'immoral, du transparent, beaucoup de doutes de corruption quand même, etc. Voilà, mais c'était un personnage hors norme comme il en existe assez peu par contre en Europe du Nord. C'est le genre de personne qui insuffle quelque chose. On parle de l'esprit entrepreneurial quand Tapie est décédé. Est-ce que pour vous il y a un petit peu de ça Il y a de ça. Ce qui est assez drôle d'ailleurs dans la présentation d'Audrey, c'est qu'on pourrait presque penser qu'on parlait d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui arrivait à un moment où il y avait un vide politique, un nouveau parti qui s'est créé sur le tard, une victoire et finalement
essayer de gérer un pays comme une entreprise. Comme l'a dit Emmanuel, un pays ne se gère pas comme une entreprise, c'est forcément un échec à l'arrivée. Sur le parallèle avec Bernard Tapie, je serais peut-être un peu moins brusque que ce que l'ont été mes confrères ce soir. Le parallèle, il est évident jusqu'à 93-94. Après, ça se joue. Bon, il y en a un qui va en prison et qui finit comme le commissaire Valence, et l'autre qui, lui, pour le coup, a eu une carrière politique. Sur la fin, je pense qu'on aura on a eu beaucoup plus de sympathie et de reconnaissance envers les accomplissements de Bernard Tapie, puisque ça a été le cas sur Silvio Berlusconi, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est en France, mais d'autre part parce que Silvio Berlusconi était quand même sorti du paysage depuis un moment. Peut-être que c'est effectivement les technocrates qui ont le mieux géré l'Italie. C'est un empire qui décline au fur et à mesure, au fil des ans. Mais depuis des années. Par contre, je pense que vous prenez n'importe quelle personne en France, en Italie et en Europe, le seul chef de gouvernement italien qu'elle retiendra, c'est Berlusconi, malgré le fait qu'il y a un bilan. Enfin, il est quand même resté dans la course jusqu'au bout. Dernièrement, avec Meloni et Salvini, il a toujours été d'ailleurs il a joué le faiseur de roi. Il voulait une descendance. Je ne suis pas sûr que les hommes de cette typologie veuillent une descendance. Ça peut être le cas aussi avec Mitterrand ou d'autres. On n'est pas forcément là pour... Oui, mais il était dans l'Union, contrairement justement à des hommes politiques comme François Mitterrand ou d'autres. Ce qui lui a permis de rester au pouvoir très longtemps, d'ailleurs. Mais parce que c'est la spécificité de la politique italienne. Oui, aussi, bien sûr. La France n'est pas forcément dans le même cas de figure. Pour revenir sur le terrain du sport, il a au moins permis d'écrire l'histoire d'un des 3 plus grands clubs au monde, le Milan AC. Pour faire le parallèle avec Bernard Tapie est resté beaucoup moins longtemps dans ce milieu, et pour le coup, Silvio Berlusconi a été un peu un grand frère pour lui, puisque ses plus grandes leçons sur ce terrain-là, c'est face au Milan AC, face à Bernard Tapie qui les a vécues. Et sa dernière victoire, c'est ironiquement face à Silvio Berlusconi en 93. Voilà, donc pour Silvio Berlusconi, décédé à l'âge de 86 ans, on en reparlera. Enrico Letta, justement, ancien Premier ministre italien, il y a de ça quelques années, sera l'invité d'Edwige Chevrillon à 19h30 pour commenter la vie, l'œuvre de Silvio Berlusconi. On ne peut pas faire plus opposé comme profil. C'est pas le même, effectivement. Allez, on marque une pause. C'est le rappel des titres. À tout de suite. Good Evening Business, le débat. Toujours avec Audrey Tcherkov, avec Samuel Botton, avec Rodolphe Bonas et avec Emmanuel Le Chypre. Alors l'absentéisme en entreprise, les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, qui sont impressionnants. Étude Aiming et AG2R La Mondiale qui est sortie ce matin, qui nous dit quoi? Que l'an dernier, les salariés du privé et ou en CDI ont été absents en moyenne, c'est une moyenne bien sûr, 24,5 jours, c'était seulement 14 jours en 2011. On sent que le Covid est passé par là, pas que. Mais quand même le Covid. Pas que. Alors en fait, toujours est-il que le problème reste le même. Ça coûte très cher. On évalue aujourd'hui le coût de l'absentéisme en France à 100 milliards d'euros par an. Donc évidemment, c'est colossal. Maintenant, en fait, la question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que le travail a cessé d'être la priorité des Français? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Français qui sont très attachés à leur travail. Il y a beaucoup de Français qui sont très attachés aussi aux valeurs de l'entrepreneuriat. L'année dernière, record, plus de 1 million d'entreprises créées en France, malgré le contexte économique compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a aussi des raisons d'ordre personnel derrière tout ça. Donc, ce sont aussi des travailleurs qui ont besoin de prendre du temps pour prendre en charge notamment leurs parents qui sont âgés, des sujets de garde d'enfants. Et j'entends aussi cette petite musique sur le sujet du télétravail, parce qu'on dit attention, les gens qui ne sont pas présents au bureau, évidemment, ont moins de liens sociaux et donc perdent plus facilement le sens de ce qu'ils font. Mais il ne faut pas oublier quand même que le télétravail, c'est un outil de motivation et de liberté formidable quand il est bien exercé. Les spécialistes disent que le télétravail est encore un peu plus banalisé, le fait d'être chez soi fait rentrer dans les mœurs avec le fait de savoir si on travaille ou pas. Est-ce que toute la frontière n'est pas un peu plus poreuse aussi entre les deux? Comment vous regardez ces chiffres, vous? Je pense qu'on est sur un phénomène récurrent qui revient à peu près tous les 2 ans, donc à savoir des Français qui potentiellement une baisse de motivation. Il y a la question des jeunes, vous l'avez dit, et finalement, est-ce que le CDI c'est encore un Graal? Ça ne l'est plus de toute évidence sur les études qui en ressortent sur ces derniers mois. Il y a aussi, je pense, toujours sur le volet des jeunes, un manque d'acculturation au niveau de l'entreprise, des codes, des us et coutumes. Et ça se perd, ça recoupe tout ce qui a pu être dit sur la réforme des lycées, sur la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, oui, le télétravail a été largement démocratisé par le Covid. Il y a forcément une sorte de confort là-dedans et c'est légitime que les Français s'y complaisent et souhaitent poursuivre dans cette dynamique. Il y a aussi la question de la semaine de 4 jours qui pourrait avoir des effets de productivité, pourquoi pas. Et sur la question de l'absentéisme, aujourd'hui, c'est bien analyser aussi les typologies de métiers qui peuvent se permettre d'avoir un surplus de télétravail ou d'avoir un absentéisme plus facile. Là où d'autres, par exemple sur la question de restauration,
C'est peut-être un peu plus compliqué de pallier au dernier moment. Et dans l'article que vous nous avez fait parvenir, ironiquement, on s'aperçoit que l'industrie et la santé sont relativement bien organisées pour faire face à des absences de dernière minute. Sur les services. Alors que, Audrey disait, est-ce que le travail est encore une priorité ? Il faut croire, pour beaucoup de gens, le travail n'est plus une priorité. C'est plus facile de faire parler une minorité. Est-ce que le travail est encore une priorité ? C'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est particulièrement cette croissance d'absentéisme, elle se retrouve chez les moins de 30 ans. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément. Part du principe qu'ils ne veulent plus venir bosser tous les jours. Alors, c'est un peu ça la logique. Non, c'est pas ça. Ils veulent un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Exactement. C'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il y a deux autres phénomènes. Je ne dirais pas le télétravail, parce que le télétravail, à la rigueur, presque, c'est le dispositif qui permettrait, entre guillemets, d'éviter la sanction de l'arrêt de travail, parce que l'arrêt de travail, quand même, financièrement, pour le salarié, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus d'intéressant, et le télétravail permet d'aménager ce dispositif pour éviter, justement, que l'arrêt de travail tombe ici. Mais en revanche, on voit une augmentation des arrêts de travail pour cause dite psychosomatique, c'est-à-dire psychologique. Je pense que là, il faut quand même y lire un vrai signe aussi sur les sociétés de services. C'est-à-dire les grosses augmentations, c'est là. C'est moins de 30 ans, des arrêts de travail plutôt dans l'aspect psychologique et sur les sociétés de services. Et là, on peut peut-être corréler à une logique de cette accélération considérable dans la digitalisation de l'ensemble des métiers qui nous entourent. Et ça, c'est assez traumatique pour un salarié. Pourquoi ? Parce que 80% des métiers qui existeront dans 10 ans ne sont pas encore créés aujourd'hui. Mais on est en train de les fabriquer. Donc à chaque fois, ce sont des organisations, des modifications de postes, des modifications de procédures, de process, et parfois ça peut créer certains traumatismes. Emmanuel, est-ce que le travail est encore une priorité pour beaucoup de Français, pour vous aujourd'hui ? Clairement, quand vous regardez quand même les enquêtes à 10-15 ans d'écart, il y a des inversions de tendance qui sont assez fortes. Si vous regardez par exemple, quand on demande est-ce que le travail c'est quelque chose de très important dans votre vie, le nombre de gens qui répondent très important, alors il y a beaucoup de gens qui répondent encore important, mais le nombre de gens qui répondent très important est en baisse très forte. Différent en fonction des classes d'âge, Emmanuel. Oui, alors effectivement en fonction des classes d'âge, mais même si vous regardez une enquête qui a été faite par l'IFOP, qui est peut-être la plus frappante sur priorité vie professionnelle, vie privée, vous êtes à 80% de priorité à la vie professionnelle il y a 15 ans, 20% pour les... Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, il y a cette inversion. Alors, tout ce qui a été dit est absolument juste. Effectivement, je crois que l'effet aussi du Covid, c'est que la crise sanitaire a clairement baissé le seuil d'acceptabilité de la pénibilité au travail, très clairement, et que les gens ne sont plus prêts à accepter certains efforts. Il y a quand même une baisse de motivation au travail, cette espèce de ce que Pascal Bruckner appelle la société des pantoufles, où effectivement, parce que comme par hasard, moi je veux bien Rodolphe, oui, on va dire c'est le vendredi et le lundi. C'est quand même surtout le lundi et le vendredi. Ça peut arriver. Après, moi je pense qu'il y a des tas de phénomènes nouveaux qui, conjugués à la culture de la compassion des médecins, font que finalement, par précaution, on va donner un arrêt maladie parce qu'on ne sait pas trop où on va. Oui. Moi, j'avoue que je suis quand même assez fasciné par le burn-out. Maintenant, on n'a plus que ce mot-là à la bouche. Il y a le quiet-out aussi. Comment ? Il y a le quiet-out qui est à la mode, c'est quitter son travail sans faire de bruit, en faisant le minimum possible. Quitting. Alors, c'est une forme de démission passive, en fait. C'est ce qu'on appelait le présentéisme avant le Covid, en fait. Pour le coup, ça peut nous faire rebondir sur un autre chiffre. Et voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a tout ça. Mais ce qui est encore fascinant, c'est toujours cette idée que travailler, quelque part, ça devient presque facultatif. Et ça reste un sujet chez les jeunes, vous lisez l'étude, vous disiez ce que disent les spécialistes RH, ils vous disent il y a des jeunes aujourd'hui qui partent du principe qu'ils ne veulent plus aller travailler tous les jours. Voilà, on en pense ce qu'on veut, c'est pas un jugement de valeur. Après, oui, Samuel, si vous cherchez des gens motivés et dédiés à 100% à leur travail, vous les trouverez sur LinkedIn, elles font des posts à rallonge et elles se régalent. Par contre, il y a un autre chiffre qu'on peut mettre en perspective, c'est les 2,5 millions d'auto-entrepreneurs qu'on compte aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a eu une grosse explosion en après-Covid. Donc ça traduit une chose, ça traduit d'une part l'envie de liberté des nouvelles générations et le freelancing qui est en train de plus en plus de se démocratiser, et ça je le disais il y a quelques semaines encore. Mais en aucun cas l'envie qu'on a moins envie de bosser, voilà, c'est ça. On a envie de bosser différemment. On a envie de travailler mieux, c'est tout. Je vais vous dire une chose, vous prenez une personne qui bosse de chez elle en télétravail tous les jours parce qu'elle a un accord avec son entreprise, elle est capable de faire en 3 heures ce que d'autres feront au bureau en 6 heures. Donc c'est aussi comment... Non mais c'est vrai que juste sur la flexibilité du travail, une étude récente montre justement que les cadres demandent de plus en plus de flexibilité. Quelque part, est-ce que c'est pas la fin du 9 à 7 et est-ce que c'est pas l'évolution
du progrès social que de dire on va travailler peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux. Oui, mais après, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un leurre en expliquant que d'un côté, on a la vie personnelle et qui doit aller très bien, on fait tout pour que ça aille bien, et à côté on a la vie professionnelle dans laquelle il faut surtout faire en sorte que cette vie professionnelle ne vienne pas bousculer. Oui, mais la semaine de 4 jours est un bon contre-exemple, parce qu'elle est mise en place dans certaines entreprises et l'absentéisme baisse drastiquement. Je suis d'accord, mais de passer 7 ou 8 heures de sa vie au boulot, est-ce qu'on peut faire la distinction et d'imaginer que quand ça se passe mal au boulot, alors dans ce cas-là ça va se passer bien à la maison, si vous partez à un moment ou à un autre, l'histoire sont un peu liées, c'est-à-dire que ce qui va se passer au boulot fabrique aussi ce qui va se passer à la maison, et ce qui va se passer à la maison. Oui, et on en revient au sens du travail et au management positif. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque quand même de données plus approfondies. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir aussi, en fonction des niveaux de revenus, en fonction des... Parce que moi, je veux bien, mais tout ce qu'on... Je sais pas plus en plus de cadres, hein, non, mais... Manuel, dans cette étude. Oui, mais justement, il y a quand même quelque chose, plus en plus de jeunes. quelque part, je ne trouve pas cohérent. C'est-à-dire qu'on dit, il y a de plus en plus de télétravail, et ça semble aller dans le sens de ce que souhaitent les salariés. Oui. Il y a de plus en plus d'aménagement du temps de travail. C'est quand même la tendance, Rodolphe. Bien sûr. Tu ne vas pas dire le contraire. Et on a l'impression qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, même en matière d'ergonomie au bureau et tout, etc., pour aller dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie globale au travail. Et c'est pour ça que je trouve que ça ne colle pas tout à fait avec cette explosion de l'absentéisme. Et donc, je pense qu'il y a des métiers, il y a des métiers qui sont sans doute. Je pense que tout ça est extrêmement mal réparti en fait, et que la moyenne est particulièrement trompeuse. Mais aussi, Emmanuel, parce que toutes ces tendances, elles sont quand même assez nouvelles. Donc c'est pour ça, en effet, on manque de donner des agrégés sur l'ensemble. Il faut le prendre, et c'est finalement ce que dit Emmanuel, il faut le prendre par le segment. Ah, pardon. Non, mais je termine juste quand même sur les best practices. Moi, j'avais mis en place quelque chose dans une des entreprises que je dirigeais qui avait très bien marché. C'était une prime, justement, qui visait à récompenser les gens qui étaient là, prime liée en fait au présentéisme. Et quand quelqu'un était absent 25% de l'année, il touchait 75% de la prime d'intéressement. Et ça marchait très bien. Oui, mais ça voudrait dire récompenser ce qui finalement est la norme et la normalité. Et oui, mais dans un contexte post-pandémie, ça marche. Tout à fait. Après, pour recouper ce que disait Emmanuel, c'est qu'il faut, cette étude, il faut la prendre selon les typologies de métiers. Il y a des métiers, comme le disait Rodolphe, où toutes ces règles de télétravail, d'ergonomie au bureau, de mieux vivre, de tout ce que vous voulez, c'est pas forcément applicable. On n'est pas dans ces typologies de métiers. Ça nécessite une exigence tout à fait différente. Et là, pour le coup, c'est effectivement sur peut-être les métiers de service qu'il faudra se concentrer. Ouais. C'est là-dessus qu'il faudra aussi concentrer les efforts pour, à terme, faire revenir les gens au bureau. Mais si on commence à se poser la question d'un intéressement, d'une rémunération supplémentaire pour que les gens fassent finalement ce qui est dans un contrat de travail, dans une fiche de poste. Oui, mais c'est important de partager les bonnes pratiques aussi pour ceux qui nous écoutent. Pour les là, très rapide, il faut savoir que dans cette étude, on se rend compte que l'absentéisme est supérieur chez les cadres des sociétés de services que dans les entreprises du BTP, où on a bien conscience que la pénibilité... Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est plus facile de signer un cadre que de signer un autre type de contrat aussi. C'est vrai. Ou malgré les mesures d'ergonomie et d'aviation, il y a toujours, on sent plus la charge de travail, la dégradation et conditions de travail. Il y a sans doute une crise de la pénibilité quand même de certains métiers, et on retombe sur ce qu'on a dit pendant le Covid, sur les métiers essentiels, etc. Moi, je veux bien croire que, dans la santé, etc., c'est compliqué. Et je pense qu'après, il y a une crise d'adaptation. Et c'est vrai que ce que dit Rodolphe sur les cadres, les nouvelles technos, il y a peut-être un stress du changement qui n'est pas une problématique vraiment de pénibilité au sens de fatigue, etc., mais peut-être de stress généré. On ressent plus l'accroissement de charge de travail et la dégradation des conditions de travail. Et la disruption de son métier. J'ai appris un métier il y a 5 ans et dans 2 ans, ça n'existera plus. Oui, et pour rebondir aussi sur ce que disait Emmanuel, sur le sujet du burn-out, il faut aussi se rendre compte que dans un contexte ultra-inflationniste, il y a beaucoup de gens qui déjà étaient épuisés après la pandémie, qui ont cumulé 2 ou 3 jobs et qui en effet arrivent à un moment en fait, où ils n'en peuvent plus. Allez, les médecins, on marque une pause, 18h45, on revient dans un instant. Les médecins, des mesures aujourd'hui proposées à l'Assemblée pour résoudre le problème des déserts médicaux qui font débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Tout de suite. Good Evening Business, le débat. Allez, c'est reparti jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov, avec Samuel Botton, avec Rodolphe Bonas et avec Emmanuel Le Chypre. Comment s'attaquer aux déserts médicaux? Vaste et vieux sujet. Manque de médecins généralistes. C'est le député Horizon Frédéric Valletoux qui a fait des propositions aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour tenter de s'attaquer une fois de plus à ce vieux problème. Ouais, proposition signée par quelques 200 députés de la majorité. Elle suggère notamment d'instaurer de nouvelles contraintes pour les médecins. Évidemment, ça fait débat. Pas question de remettre en cause la liberté d'installation. On écoute tout de suite.
Un jour, on sera tous ensemble et de manière tranquille, poser, négocier, discuter avec les professionnels. On saura trouver des solutions pour pas tomber dans les erreurs du passé, c'est-à-dire effectivement éviter les effets de concentration que l'on vit encore aujourd'hui et permettre effectivement une juste répartition des forces médicales dans le territoire. Bon, donc en gros, on a compris, pas question de braquer les médecins, c'est toujours très délicat, évidemment. Je rappelle le problème, vous avez 15 millions de Français, chiffre de l'UFC Que Choisir, qui habite à 45 minutes de route d'un médecin généraliste. Voilà. Comment est-ce qu'on s'attaque à ce problème ancestral ? C'est pas le seul critère. Le seul critère, encore faut-il que ce médecin ait la bonté de bien vouloir vous accepter comme patient. Eh ben oui. 45 minutes de route, 15 millions de Français. Là, on a la réponse. Heureusement, on va l'administrer. C'est-à-dire, une fois de plus, on va rajouter les agences régionales de santé vont s'en occuper, on va rajouter des couches, on va nommer... Ça va être extraordinaire. On a compris, l'administration va s'en occuper et comme à chaque fois, le miracle va arriver, on aura des médecins à chaque coin de porte, etc. Non, la réalité, c'est qu'il y a aussi une problématique économique toute simple. Ces médecins généralistes, à 25 € la consultation, ils gagnent très très mal leur vie. Je vous rappelle, le même montant de la consultation en Allemagne, c'est 75 €. Donc mécaniquement, pour essayer d'arriver à fabriquer des vocations, il n'y a pas d'autre choix. Il faut mettre l'argent au bout du système et il n'y a que ça qui va motiver les gens à aller s'installer en campagne. Mais enfin quand même, parce que juste, pardon Rodolphe, mais sur le sujet de l'administration et de l'encadrement, ça existe pour certaines professions. Notamment quand on est notaire, on ne peut pas s'implanter dans une zone où il y en a déjà 15. Quand on veut ouvrir une pharmacie, pareil. Donc on voit que ça marche. Et de toute façon, il faut bien encourager les gens à s'installer là où il y a des déserts médicaux, et puis, pourquoi ? Mais parce que le problème de fond que vous avez, et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, c'est que vous n'avez pas assez de médecins. Donc vous pouvez toujours organiser la pénurie comme vous le voulez, vous aurez toujours un nombre insuffisant de médecins. Non, mais ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup trop à Paris par rapport plus. Mais il n'y en a pas beaucoup trop à Paris. Qui est capable de trouver un médecin à Paris qui l'accepte ? Il y en a plus en proportion. Il y a plein de gens, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. La plupart des médecins n'acceptent plus de patients. Oui, on va vous dire, on va simplement se contenter de vous dire, il y en a plus en proportion. Je dis pas qu'il y en a assez, je dis qu'il y en a en proportion, il y en a plus en région parisienne. Un médecin référent, ça je vous donne un défi. Mais bien sûr. Moi j'en ai pas. Un médecin tout court, mais moi j'ai essayé de prendre la problématique dans l'ordre avant de venir. J'ai regardé la carte des facs de médecine en France. La même diagonale du vide des déserts médicaux, vous l'avez sur les facs de médecine. C'est-à-dire tous ces axes-là de la France, vous n'avez aucune fac de médecine qui est référencée. Donc déjà ça c'est un problème. Pour revenir à ce que disait Rodolphe, je souscris totalement. On est dans de la complexité à outrance. Il y a de l'administratif qui s'y mêle et encore plus. Il y a la question des agences régionales de santé. C'est bien qu'elles soient mêlées au processus, aux questions et que leur avis soit pris en compte, mais à un moment, il faut effectivement de la simplicité et surtout les propositions qui ont été énumérées par le député, je pense qu'il y en a 80% qui sont purement et simplement inapplicables. Alors ne me demandez pas ce qu'il faudrait faire, je n'en sais rien. Alors il y en a quand même qui sont tout à fait applicables et qui font sens. Voilà. Donc on se concentre quand même sur celles qui semblent faire ça. Oui, après... Quand Thierry dit par exemple qu'il faut mettre plus à contribution les cliniques privées, notamment dans les prises en charge d'urgence, parce qu'aujourd'hui c'est quand même 87% des urgences qui sont prises en charge par l'hôpital, et que 13% par le privé, il faut désengorger. Sont assurés par des cliniques privées aujourd'hui. Déjà aujourd'hui en partie. Mais bien sûr que oui. Donc, en tout cas, moi je veux bien. On peut considérer que les cliniques privées doivent, parce qu'elles sont si mal gérées que ça, prendre exemple sur le merveilleux hôpital, mais enfin c'est plutôt le contraire. Non, Emmanuel, il dit plutôt le contraire. Il ne dit pas du tout que c'est mal géré. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'il faut désengorger. Les gens mourraient sans les cliniques privées, et donc les cliniques privées elles font le boulot que les hôpitaux ne font pas. Tiens, puisqu'on parle de santé, qu'est-ce que vous pensez de la polémique du jour ? Alors c'est l'offre Ramsay Santé, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui est déjà rebaptisé de manière un petit peu sarcastique le Netflix de la santé. Groupe de cliniques privées Ramsay qui a lancé il y a un an un abonnement mensuel de télémédecine. C'est 11,90 € par mois. Vous avez droit à accès limité à un médecin en visio ou au téléphone. C'est pas nouveau, ça a été lancé il y a un an, mais il y a de plus en plus de critiques sur Internet sur le fait que la médecine de ville vaut pas plus que ça. C'est quand même. Mais la réalité, parce que c'est aussi ça l'avenir de la médecine en France. La réalité, c'est que là, on voit un groupe privé qui se met en mouvement pour essayer de disrupter le dispositif qui ne fonctionne pas. C'est tout. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Là, il y a un point qui est inquiétant et très ennuyeux, c'est que là, on va creuser, bien sûr, l'écart qui existe entre les personnes qui ont les moyens de se payer ces abonnements et les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ces abonnements. Mais en revanche... Mais ça peut réduire les inégalités territoriales. Oui, ça peut réduire les inégalités territoriales et on a une réponse économique quand même. Oui. On a une réponse qu'à 12 € par mois en téléconsultation, eh bien finalement ce groupe-là peut fabriquer 20
consultations par an par patient. Mais faites le compte, hein, faites le compte. C'est une arme contre les désarmes. 144 €, 20 consultations en téléconsultation sur une vingtaine de spécialistes. Ouais. C'est absolument incroyable. Donc là, on a une démarche économique qui peut faire sens. Samuel, c'est purement et simplement une ubérisation sauvage de la médecine. Ah oui. Donc comme vous l'avez dit, ubérisation tout court. Pourquoi ubérisation là, c'est vraiment sauvage. C'est-à-dire, on parlait justement du temps que ça met à devenir médecin et finir ses études, de tout le savoir-faire ce que ça requiert. On parle de personnes qui sauvent des vies, fatalement. Aujourd'hui, de résumer ça à une offre de 11,90 € par mois pour 20 consultations à l'année, déjà, ça me choque. Comme vous l'avez dit, ça permettra sans doute à ceux qui ont les moyens de payer de s'en sortir plus rapidement que les autres. Moi, je vais juste faire le distinguo avec Doctolib. Doctolib, pour le coup, c'est une solution au service du plus grand nombre et où les considérations financières n'entrent pas en compte. Doctolib a ses défauts, elle essaye d'y pallier. Vous payez votre consultation ? Je paye ma consultation au médecin directement, mais bon, facilité de rendez-vous oblige, donc Doctolib. On va rentrer totalement dans un système de complaisance et finalement, c'est ce qui met à mal, je pense, tout ce qui fait la beauté du système français en matière de santé. Oui, alors après on a un système ultra particulier. Pourquoi ? Parce que notre médecine aujourd'hui, elle repose finalement sur un système où on a des prescriptions libérales et un financement socialisé par nos cotisations. Donc de toute façon, il va falloir changer nos habitudes parce que le système de santé tel qu'il a été imaginé, en effet, ne tient plus. Non mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais été aussi mal soigné. Il faut être honnête. Il n'y a jamais autant de gens en France qui n'ont pas accès aux soins. Je parle pas, quand je vous dis ça, alors, je parle 10 pas de la millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Non, mais vous trouvez ça normal ? Bien sûr que non. C'est un pur scandale. Donc moi, je suis très heureux de ce système qui, contrairement à ce que vous dites, est extrêmement démocratique parce que je vous mets au défi à 11 € par mois parce que vous êtes confrontés quand même à des médecins, des gens qui ont des diplômes. C'est pas des gougnafiers que vous avez en face de vous. Donc vous avez des gens, vous avez des gens compétents. On espère. Ils vont gérer toute la bobologie, ils vont vous administrer les médicaments, des petites maladies du quotidien, et ils auront sans doute la présence d'esprit de vous dire que s'il y a quelque chose auquel ils n'ont pas la réponse, d'aller pour le coup vraiment consulter. Donc il y a plein de gens. Moi je veux dire, moi ça peut me sauver la vie. Moi j'ai pas de médecin, il y a aucun médecin qui veut de moi. Donc si vous voulez, non mais parce qu'à chaque fois vous arrivez dans les coins, là non, il n'y a pas de médecin, très bien, il y a pas de médecin, aucun médecin qui veut vous prendre. Donc moi je suis très content de cette solution parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est pas, je veux dire, l'État, c'est pas comme une entreprise, sauf que les entreprises, jusqu'à preuve du contraire, c'est elles qui, dans beaucoup de domaines, pallient les insuffisances. Non mais juste, attendez, pardon. De l'État. Ok, on n'a pas non plus parlé du gros problème de démographie auquel on va être confronté, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels, mais non, mais qui vont quitter la profession puisqu'on sait notamment. Ça y est, on en forme plus. Dans 10 ans, on en aura plus des médecins. Oui, mais il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, qui vont partir, et c'est un nombre plus important que ceux qui arrivent sur le marché. Donc, non mais je termine sur une note positive. Il y a une proposition de ce rapport qui me semble intéressante, c'est d'imposer aux médecins d'être rattachés à une communauté territoriale, justement pour mieux se répartir les gardes. C'est votre problème, Audrey. Vous attachez trop d'importance aux rapports, aux propositions. Samuel. Là, c'est le sujet du débat, Emmanuel. Mais parce que vous savez bien. Mais vous en faites des propositions, vous, à part tout critiquer. Mais parce que ça ne marche pas. C'est Samuel terminé. Il reste 30 secondes. Tout va mal et aucune proposition ne convient. Allez. Il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé sur cette question-là, c'est les consultations qui nécessitent une présence en physique. Et voilà, c'est sûr. Emmanuel va être contre. Aller voir un opticien, tout comme Emmanuel. Mais bien sûr. Je suis d'accord. Mais si ces téléconsultations permettent de le détecter et gérer tous les autres flux, ça va changer. Déjà à -5 de chaque œil. J'ai pas besoin d'une téléconsultation pour voir que je vois mal. J'ai besoin de savoir combien. Mais ça vous donnera de la place pour aller voir un ophtalmologue. Vous pouvez attendre 15 jours pour avoir un rendez-vous. Si on veut avoir le même modèle social en matière de santé que les États-Unis, on s'y non. Ça c'est le modèle anglais. Ça c'est le modèle anglais. Et encore une fois, les médecins, parce que le médecin d'aujourd'hui, c'est plus le médecin d'il y a 50 ans. Le médecin d'aujourd'hui, quand il finit ses études, il a quel âge ? En général, il est déjà marié, il a déjà des enfants, il a déjà une vie là où il est installé. Vous croyez que vous allez l'envoyer à trifouiller les oies ? Et le problème, c'est que l'économiste d'il y a 50 ans, c'est le même que c'est fini pour ce soir. Encore, on n'a pas parlé de ma Brenov, on a échappé au pire. On est obligé de s'arrêter. Ça vaut même pas qu'on en parle. Merci, voilà, comme ça tout est dit. Voilà. Merci messieurs, Samuel Botton, expert en relations publiques et communication, Rodolphe Bonas, président d'Aristide Retail Technologies, Emmanuel Lechy pour BFM Business. Merci messieurs d'être venus ce soir. À très vite. C'était calme. Pour de nouvelles aventures. 18h50, vous nous direz. 18h57, on revient dans un instant, nous, avec tout ça. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Événements sur